23 000 km² entre la Somalie et l'Éthiopie, 200 000 habitants, dont la moitié nomade, le territoire français des Afars et des Issa. Des ressources économiques et naturelles presque inexistantes, un désert de pierre, un des endroits les plus démunis du monde. Djibouti, sur la route du canal de Suez, un chemin de fer vers Addis Abeba, cordon ombilical de l'Éthiopie. Tout à coup là-bas, on parle de l'indépendance. La France reconnaît une vocation pour cette indépendance. Le président du conseil local, Ali Aref, définit ce brusque pas en avant. Il y a quelques mois, moi-même, j'étais encore pour le maintien de ce territoire au sein de la République française avec le statut de l'autonomie interne amélioré. Ce qui m'a poussé personnellement avec mes amis, c'est qu'il fallait maintenant voir les choses en face et surtout depuis la décolonisation brutale des colonies portugaises, nous avons pensé qu'il fallait maintenant franchir l'étape et surtout que ça ne se fasse pas de la même manière que ça s'est fait pour les colonies portugaises. Il fallait faire les choses tant qu'il était encore possible de sauvegarder l'intégrité territoriale de ce pays et également préserver une certaine présence française que nous, habitants de ce territoire, souhaitons, c'est-à-dire les garanties françaises dans ce territoire. L'indépendance, c'est quoi pour les affaires à l'Issa, peu politisées, surtout dans l'intérieur, en brousse? Partout, les gens des villages, les gens de la campagne, ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus fermes, mais ils en parlent de temps en temps. Évidemment, ça concerne leur avenir et ils se demandent ce que devient le pays. Pour vous qui les connaissez bien, que veut dire pour eux le mot indépendance? Ça dépend des tendances. Si vous prenez par exemple un local, si vous prenez une personnalité, l'indépendance signifie une certaine autonomie où les autochtones prendraient en charge les postes administratifs selon leurs possibilités. Mais pour, par exemple, un coulis ou tout ça, il ne comprend pas. Il se dit, par exemple, voilà, tous les Français qui sont au bureau, par exemple, je sais pas, des enseignants et cela, ils croient qu'ils vont partir tous et seront changés spontanément par des autochtones. Ce que, pour nous, ce n'est pas vrai. Cela va se passer d'abord par la voie de l'autodétermination, car c'est les institutions françaises qui le prévoient, également les institutions internationales telles que la charte de l'OUA ou de l'ONU prévoient également l'autodétermination. Si la population s'autodétermine en disant nous voulons l'indépendance, oui à l'indépendance, là il y a un processus de coopération et tout un tas de systèmes à mettre en place. Et si par contre la population se prononce pour le maintien du territoire dans le cadre de territoire français autonome, à ce moment-là, rien ne se passe, nous restons tels que. Mais je reviens à la première question, si la population répond oui à l'indépendance, à ce moment-là, il y a quand même certaines choses à préserver et au préalable, avant de consulter la population, il faut des garanties. En présence mais opposé pour cette indépendance, le président Ali Aref et la Ligue populaire africaine, la LPAI, avec Hassan Bouled et Mohamed Dini, jadis ministre d'Ali Aref. Pour la LPAI, le référendum doit être précédé d'une révision des listes électorales contestées par l'opposition. Si la France ou le gouvernement français reprend l'état civil d'une façon objective, dans ces conditions, oui. Sinon, nous disons non au référendum. L'opposition conteste toutes les institutions en place actuellement. Il conteste même la Constitution française qui nous régit pour le moment. Donc j'estime qu'ils sont en dehors de la légalité. Les révisions des listes électorales, oui, elles se feront. C'est toujours le système de la loi électorale française qui permettra, s'il y a révision à faire, c'est si par exemple il y a des gens qui portent la nationalité de ce territoire et qui ne sont pas portés sur les listes électorales, auront le droit de s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir participer au référendum. Rejet du référendum par la LPAI, rejet de la main tendue par Ali Aref qui a lancé un appel à l'unité et à la concertation avec l'opposition.
Le président du conseil de gouvernement a lancé un appel, c'est un fait, mais cet appel n'était pas dirigé vers l'opposition, qui est la LPAI. Il était dirigé, dit-il, vers le peuple. Vers le peuple, si l'on peut dire, mais non vers le parti d'opposition. Comment pensez-vous pouvoir concilier les vues de cette opposition avec vos propres vues? Vous savez, moi j'ai fréquenté l'école de la démocratie française, j'admets toutes les opinions. Mais il faut que, pour que les opinions se fassent valoir, il faut qu'il puisse y avoir concertation et discussion. Or, actuellement, la LPAI refuse le dialogue. Il se cantonne dans une position qui est anticonstitutionnelle, qui disent pas de référendum, départ de la France, départ de l'armée française, on verra plus tard. Cela revient à dire, nous voulons l'annexion de ce territoire pur et simple par la Somalie. Une autre des inquiétudes de la population est peut-être, on en a tellement parlé depuis ces dernières années, les menaces éventuelles de l'extérieur. Alors, quelle serait votre position vis-à-vis de la présence de l'armée française, du maintien de l'armée française? Pour le maintien de l'armée française, étant donné que notre position est déjà claire, avec une indépendance immédiate et sans condition, je ne vois pas la raison pour laquelle l'armée française resterait dans le territoire. Avec vous, l'armée française doit rester. C'est un facteur économique important et c'est un facteur de défense également avec les voisins que vous avez, la Somalie que vous venez de citer, mais aussi l'Éthiopie. Bien sûr. Alors, pour moi, c'est même la condition sine qua non de notre indépendance. Sans une puissance militaire, on ne peut pas garantir une intégrité territoriale. Et pour nous, l'armée française, c'est la seule garantie possible. Et c'est pour cela que nous souhaitons avoir des discussions avec la France afin d'avoir avec elle, si la population répond oui à l'indépendance, un contrat de coopération de défense sur le plan militaire. Si la France prête aux oreilles ce pouvoir que nous considérons un pouvoir mis en place par les autorités coloniales, si encore la France fait mettre cette indépendance, elle met ce pouvoir mis en place, bien sûr, l'LPAI prendra une position assez dure. Assez dure, c'est-à-dire? Assez dure de l'armée, une ligne armée. Et la parole reviendra, comme on n'ignore pas qu'il y a un front de libération qui est très puissant, qui est soutenu par l'organisation africaine, que nous disons jusqu'à présent, nous mènerons une politique, mais pas une bataille. Si la France fait nous embosser encore un pouvoir néocolonial, la parole il reviendra pour le front de libération. Et l'LPAI, il donnera le feu vert pour que les sang coulent inutilement. Le TFAI est un désert où se déplacent de faméliques troupeaux vers de maigres pâturages sur les hauteurs près de l'Éthiopie. L'économie est des plus fragiles, totalement artificielle. Nous avons une économie fragile et même peut-être inexistante puisque nous n'avons ni agriculture, ni industrie, ni sous-sol riche. Alors, nous avons donc une économie de services, nous avons un port, nous avons un chemin de fer qui relie notre port à l'arrière-pays qui est l'Éthiopie, qu'on le veuille ou non, et c'est sur les bases d'une économie de services que nous devons construire notre économie. Et il ne faut pas se contenter non plus d'une économie de services, il faudra également que Djibouti, ça c'est une de mes très vieilles idées que je n'arrive pas, ou je ne suis pas encore arrivé à faire aboutir, c'est faire de Djibouti une place financière, une plaque tournante du monde des affaires, du négoce dans la région. Mais ceci est également conditionné par une question très importante, c'est la stabilité politique et surtout la neutralité. Et c'est cette neutralité que nous réclamons à l'OUA vis-à-vis et de l'Éthiopie et de la Somalie. L'Éthiopie également avait des visées annexionnistes. Je dis bien avait, parce que au dernier sommet de l'OUA, l'Éthiopie a proclamé officiellement qu'ils ont abandonné leurs revendications historiques, comme ils appellent. Donc j'en prends acte puisqu'ils l'ont dit à l'OUA et ils me l'ont dit à moi également. Ce que je n'arrive pas, c'est que la Somalie prenne la même position. Elle dit tout simplement, nous soutenons l'indépendance et souhaitons l'indépendance. Mais jamais ils n'ont dit qu'ils renonçaient aux revendications territoriales. Et jamais ils n'ont abrogé l'article 6 de leur constitution qui prévoit l'annexion de ce territoire et bien d'autres territoires qui appartiennent à d'autres pays voisins, bien sûr.
Mais nous, sur le plan économique, il faudra que nous trouvons également des garanties que nous demandons sur le plan militaire à la France, des garanties sur le plan économique également, pour que cette indépendance soit viable. Voilà donc rapidement les pièces du dossier. La fraction dure de l'opposition dit que le sang va couler. Depuis, Hassan Gouled, le leader de cette opposition, est revenu à une conception plus nuancée de dialogue avec la France. Nous l'entendrons dans notre second volet la semaine prochaine. Le président Ali Aref prépare, lui, avec la France, l'indépendance. Il demande des garanties économiques et surtout de défense pour contenir ses voisins. Une page se tourne. La France, en 100 ans de colonisation, n'a presque rien fait là-bas, mais depuis 1958 et ce statut de territoire, les progrès sont réels, tangibles, évidents. Dans le volet de la semaine prochaine, nous aborderons plus en profondeur ces problèmes économiques et sociaux, les réussites et les échecs de la France et les devoirs moraux que nous avons vis-à-vis de cette indépendance si proche. Dans un premier volet sur le TFAI, la semaine dernière, nous avons entendu les thèses en présence en ce qui concerne l'avenir du territoire français des Afars et des Issa. Pour le président Ali Aref, l'indépendance avec la France. Pour la partie dure de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, une indépendance immédiate et sans condition, le sang devant couler si cela ne se passait pas ainsi. Mais depuis, Ahmed Gouled, le leader de la LPAI, parle à nouveau d'indépendance avec la France. Et dans le même temps, il est de plus en plus opposé à Ali Aref. Il parle à Djibouti du sens de cette opposition. Nous faisons une opposition normale et légale. Si nous sommes opposés au président Ali Aref, vous le connaissez bien, tous ceux qui sont dans le territoire, ils le savent très bien, à sa façon de dictature d'un enfant mal élevé, soutenu depuis 16 ans par le gouvernement français, et c'est ce que nous regrettons, et nous avons demandé la démission de M. Ali Aref. Généralement, on dit l'UNI, le parti du président Aref, c'est l'indépendance avec la France, tandis que le LPAI, c'est l'indépendance contre la France. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai, puisque pour bien voir ceci, il faudrait se souvenir de notre premier mémorandum qu'on l'avait remis au mois de mai 1975 au gouvernement français. La LPAI a demandé une indépendance avec la France. Mais la LPAI ne veut pas une indépendance néocoloniale. Telle est la différence. Sur la dernière phrase que vous disiez, LPAI contre la France. Contre la France. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. Si c'est une indépendance pour la population et pour le territoire, oui, c'est une amitié avec la France. Il y a des nuances. Mais si c'est une question vraiment détruire les populations et de déporter comme on le fait depuis certains temps, depuis quelques jours, à ce moment-là, même nous ne l'accepterons pas, cette amitié. L'amitié, ça se donne, mais on ne le force pas. Je crois que l'on peut dire objectivement que depuis que ce territoire était français, la paix avait régné. Bien sûr, il y a eu des incidents au fil des années, malheureusement, mais ils ont été finalement limités. Et ils n'ont pas été beaucoup plus nombreux que dans un autre peuple du monde. Eh bien, la volonté de la France, c'est de continuer, en liaison avec la population, avec la majorité de celle-ci qui le souhaite, à maintenir dans l'avenir la paix civile et la paix extérieure. Et pour ce faire, elle est prête à apporter sa protection et à dire au monde et aux habitants du territoire que si ceux-ci le souhaitent, ce qui est le cas, eh bien, l'armée française continuera dans les années qui viennent à assurer la garantie d'une vraie indépendance, et non pas d'une indépendance qui se transformerait le lendemain soit en guerre extérieure, soit en dépendance complète à l'égard d'un des pays de l'environnement dont certains ont fait savoir que finalement ce territoire n'existait pas et qui faisait partie de leur État. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes prêts naturellement à donner aux habitants du territoire la possibilité d'une progression économique, culturelle dans l'avenir, et donc à assurer, en liaison avec les populations,
la coopération indispensable. Je pense que dans tout cela, il n'y a pas à avoir de complexe. La France a fait son devoir à l'égard d'habitants qui l'ont fait à son égard, et notamment pendant la dernière guerre, où beaucoup sont morts pour elle. Et la France est prête, très humainement, très simplement et au-delà des rivalités personnelles, à assurer pour l'avenir une réelle indépendance dans l'amitié, dans une coopération sincère, qui n'est pas une domination. Le processus va prendre un certain temps, car il s'agit d'obtenir donc des garanties extérieures, un acquiescement en réalité du monde africain et arabe, et du monde tout court. Et puis il faut obtenir des garanties internes, que les ethnies s'entendent bien, que toutes les minorités soient respectées, c'est tout à fait essentiel, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça cesse. Et au contraire, c'est à l'honneur des habitants du territoire de les avoir jusqu'à présent respectés, il faut que ça continue. Alors une fois que ces garanties extérieures et intérieures seront naturellement certaines, alors nous saisirons le Parlement français. Et c'est seul le Parlement a en effet le pouvoir de prévoir une consultation de la population qui se prononcera sur le point de savoir si, compte tenu des garanties assurées, elle souhaite ou non l'indépendance. Alors comment peut-on établir le bilan au seuil de l'indépendance? La France laisse quoi? Quelles sont les réussites de 103 ans de colonisation? Le président Ali Aref explique ce qui a été fait. Jusqu'en 1958, elle n'avait rien fait. Rien du tout. Il y avait une seule école à 6 classes à Djibouti, et puis c'est tout. C'est la France de la 4e République, de la 3e République et d'autres, disons. Mais depuis 1958, il y a eu un regain et un renouveau. La France a fait beaucoup de choses. L'intervention de la France est connue, elle est appréciée, notamment en matière sociale. On peut dire en gros que tout ce qui est hôpital, dispensaire, écoles sont construits sur des fonds métropolitains. Ça, les gens le savent et l'apprécient. Nous avons, sur le plan culturel, d'abord un ensemble cohérent qui commence par des écoles en brousse dans tous les quartiers de Djibouti, qui se termine par un complexe d'études secondaires, lycée d'enseignement technique, et puis nous envoyons nos étudiants pour faire des études supérieures en métropole. Sur le plan de la santé publique également, nous avons un hôpital, nous avons des dispensaires, nous avons des dispensaires également dans ce qu'on appelle les chefs-lieux des cercles de l'intérieur, non seulement les chefs-lieux, mais dans des postes les plus reculés. Nous avons également sur le plan social encore ce qu'on appelle le service médical inter-entreprise qui soigne tous les employés aussi bien de l'administration que du secteur privé. Et l'année dernière, nous venons de faire une extension pour les familles de tous les travailleurs qui sont soignés gratuitement. Et l'on peut dire sur le plan social, sur le plan culturel, ce que nous avons dans le territoire, on ne le trouve pas à 5000 km à la ronde. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous envie. Nous reprochons sur le plan local que le gouvernement ne s'y intéresse pas d'abord aux intérêts du peuple, tant sur le plan politique, économique, social et culturel. Nous pensons que le gouvernement français et le gouvernement local pensent plutôt à construire des beaux bâtiments, mais oublient l'homme dans ce territoire. Dans ces conditions, nous pensons que, après l'indépendance, ce pays pourra survivre, car la politique de la LPAI est d'intéresser cette masse à la terre et à l'élevage du pays. Il y avait un problème crucial pour cette population qui habite un désert, c'était le problème de l'eau. Grâce au crédit de la France, nous avons pu faire des forages et actuellement la population nomade, elle est presque semi-nomade par le fait que nous avons créé des points d'eau qui ont permis de les sédentariser, de créer une école et un dispensaire pour soigner les gens. Sur le plan économique, la France a réalisé un complexe portuaire assez important qui est, à mon avis, un exemple, je ne dirais pas unique, mais rare quand même dans le secteur, en tout cas dans le corne de l'Afrique. Ce port est desservi par une voie du chemin de fer franco-éthiopien et nous sommes, si vous voulez, le port naturel de l'Éthiopie. La
ville de Djibouti, par exemple, à mon avis, est une belle ville. Vous ne trouvez pas des gens qui meurent de faim, qui sont mal habillés. Le niveau de vie est, je peux dire, 10 fois meilleur que chez nos voisins, en particulier en République de Somalie. Je sais que moi, mon chauffeur, touche à Djibouti le même traitement, sinon plus qu'un général somalien. Alors, il n'y a pas de quoi avoir honte. La France a fait son devoir dans cette partie, fait beaucoup de choses, vous le savez. Il y a eu une tentative de recherche de géothermie qui a coûté très cher à la France, et c'est quand même une belle réalisation. D'autres réalisations sont en cours. Il y a une planification actuellement d'un réseau routier qui a vu déjà un début par la création de ce qu'on appelle la pénétrante ouest, une route qui part de Djibouti pour rejoindre le réseau national routier éthiopien afin de pouvoir augmenter l'activité du port de Djibouti en drainant les marchandises du sud de l'Éthiopie. Il y a également entre Tadjoura et Randa une route qui est en train de se faire, qui va avoir son prolongement également vers le réseau routier éthiopien afin de diversifier un petit peu les activités portuaires de transit entre l'Éthiopie et l'extérieur, puisque nous sommes le port naturel de l'Éthiopie. Alors la France, réussite, échec. Doit-on avoir un complexe de culpabilité vis-à-vis du TFI? Je ne pense pas que les Français peuvent avoir un complexe de culpabilité dans ce cas, mais là où ils auront un complexe de culpabilité et ils seront coupables, c'est de nous laisser tomber maintenant. Et j'estime qu'ils n'ont pas le droit de nous laisser tomber. Ils doivent se faire un devoir de nous soutenir même dans notre indépendance, puisque actuellement nos voisins sont soutenus par les Russes, et les grenades qui ont été lancées contre moi sont d'origine russe. Les balles qui ont touché, les 9 balles qui ont touché le gendarme qui a été tué sont des balles russes. Je crois que c'est là où se trouve le complexe de culpabilité que les Français doivent avoir, et non pas dans ceux qui n'ont pas fait jusqu'à maintenant. J'estime qu'ils ont fait beaucoup, et grâce aussi aux élus du territoire qui ont eu l'idée de travailler en toute collaboration avec les autorités françaises. Djibouti vu d'en haut, peu de choses en vérité. Un point stratégique qui contrôle la mer Rouge, le canal de Suez et s'ouvre sur l'océan Indien, mais la stratégie en fonction de la politique que l'on veut faire, c'est une notion fluctuante. Djibouti, c'est une ville garnison, 6 000 militaires, quelques coopérants, des commerçants et 150 000 autochtones, des nomades qui ont quitté le désert, attirés par le clinquant de la ville, les possibilités de travail et la nécessité de manger. Ils vivent dans des quartiers qu'on appelle chiffonvilles, ils sont pourtant français. Djibouti, c'est aussi un port, pas bien grand, un seul quai et pas une grue. 2 bateaux de guerre en escale, dont un navire école qui ce jour-là offrait un bal. Mais un port par où passe 60% du commerce extérieur de l'Éthiopie, des marchandises acheminées jusqu'à Addis Abeba par un petit train qui revient chargé de viande, de légumes et de fruits. Tout le ravitaillement de Djibouti, ce train dérisoire, c'est la vie pour 2 pays. Djibouti, c'est aussi ce barrage construit pour stopper la venue de nomades étrangers, désireux de grappiller quelques restes de la civilisation. Djibouti ne peut nourrir tout le monde, mais ce mur pour certains est celui de la honte. Pour le reste, ce n'est que cailloux et quelques forts qui protègent une frontière invisible. Pourtant, nous voudrions faire l'économie d'une guerre. Il ne faut pas gaspiller des vies humaines pour rien, faire un gâchis à Djibouti qui n'est pas du tout nécessaire. Mais par la lutte armée, nous entendons l'élimination de toutes les idées, l'élimination de tous les valets de l'impérialisme, de tous ceux qui collaborent avec le colonialisme, de tous ceux qui sont opposés à l'indépendance du territoire. Voilà sans doute des propos que les Français ne veulent plus entendre et des images qu'ils ne veulent plus voir. Des militaires français le doigt sur la gâchette. Se maintenir à Djibouti vaut-il d'être traité d'impérialiste et de puissance coloniale dans toutes les conférences internationales, à l'ONU, à l'OEA ou à la Ligue arabe? D'autant que des pays amis, mais qui ont le poids du pétrole, prient la France avec insistance d'accorder l'indépendance. Au moment où Paris vise à représenter le tiers-monde ou être le trait d'union entre pays consommateurs et pays producteurs de pétrole, ne faut-il pas effacer cette image de colonialiste et sortir d'une situation qui pourrait devenir dangereuse? C'est sans doute parce que le principe de cette indépendance est acquis qu'arrive demain le président Ali Aref. Ce que nous voulons surtout, c'est garantir cette indépendance. Et comme nous n'avons pas les moyens, nous, de garantir cette indépendance par une armée, la première chose que nous souhaitons, c'est que la France
nous ayons avec la France un contrat de coopération de défense garantissant notre intégrité territoriale. Dans un deuxième temps, sur le plan économique, nous souhaitons également avoir avec la France des contrats de coopération en ce qui concerne l'aide technique et l'assistance technique. Le peuple français n'a pas le droit de nous laisser tomber et le peuple français doit lui-même réaliser notre indépendance et veiller à ce que cette indépendance soit une indépendance réelle. Le problème est que la représentativité du président Aref est aujourd'hui largement contestée à Djibouti. Élu après des élections dont on a mis en doute la régularité, il est à la tête d'un parti qui détient la totalité des sièges à la Chambre. Mais 13 députés viennent de le quitter. Et Ali Aref, qui gouvernait sans réelle opposition, sous la paternité française, est durement critiqué au moment où l'idée de l'indépendance radicalise les positions et enflamme les passions. L'indépendance obtenue par Ali Aref, c'est une indépendance personnelle pour lui. Si on donne l'indépendance au pays et à la population, c'est à ceux qui représentent cette population que l'indépendance doit être remise. Si la France fait cadeau à M. Ali Aref, la population lui arrachera. En ce moment-là, la France qui ne veut pas maintenant, pour se maintenir en tant que puissance colonisatrice dans ce pays par la force, serait gênée d'employer cette force-là pour... 4 militants armés du Front de libération de la côte des Somalies réclament l'indépendance totale de Djibouti et la libération immédiate de tous les détenus politiques. Et ils le font en menaçant la vie de 21 enfants de militaires français enlevés ce matin à 9 h, heure de Paris, à bord d'un car de ramassage scolaire. Il y a longtemps que la tension est vive à Djibouti, dans ce tout petit territoire des Afars et des Issa, qui est une sorte d'enclave dans l'Éthiopie, dont il constitue la porte sur la mer Rouge. Seulement au sud-est, il y a la minuscule frontière avec la Somalie, qui revendique ce territoire français encore plus fort depuis qu'un processus d'autodétermination est engagé avec référendum à l'appui. Voilà dans quel contexte, résumé très schématiquement, a eu lieu la prise d'otage de ce matin. M. Giscard d'Estaing se tient étroitement informé de l'évolution de la situation et des négociations qui sont en cours. Au téléphone, maintenant, le correspondant de FR3 à Djibouti, Edmond-Louis Simoneau, qui fait le point. Le soleil s'est couché sur le désert de sable et de pierre de l'Oyada, à 17 km de Djibouti. 30 très jeunes enfants sont toujours dans le car, dont les 4 terroristes du Front de libération de la côte des Somalies se sont emparés très tôt ce matin. Ces enfants s'apprêtent à passer leur première nuit dans l'inconfort et le froid. À Djibouti, c'est l'angoisse chez les familles des enfants qui ont été enlevés. À la base aérienne, les parents, les yeux gonflés, le cœur serré, attendent vainement des nouvelles. Dans la journée, du ravitaillement et des boissons ont été distribués. Le haut-commissaire adjoint de la République, M. Froment, ainsi que plusieurs personnalités de Djibouti se sont offertes en otage en échange des enfants. Le commando refuse et maintient ses exigences. Annulation officielle de la procédure du référendum, reconnaissance sans condition aucune de l'indépendance du territoire français des Afars et des Issa, libération immédiate de tous les détenus politiques. Sur le terrain, actuellement, il fait nuit noire et les négociations se poursuivent toujours. Au plan intérieur, ce drame intervient au lendemain de toute une série de contrôles autour de Djibouti, contrôles qualifiés d'opérations d'assainissement par les autorités qui recherchent des caches d'armes et les étrangers en situation irrégulière, alors que l'opposition de gauche parle de son côté de répression massive et de déportation. Mais cette triste affaire a également et surtout une dimension internationale. Le commando est apparemment politiquement proche des Somaliens et c'est sans doute pourquoi Jean Sauvagnargues a reçu ce midi l'ambassadeur de Somalie. La Somalie, un pays qui refuse l'indépendance du territoire si la France impose à sa tête un homme comme Ali Aref, l'actuel président du Conseil du gouvernement de Djibouti. Nous disons non à une indépendance sous conditions. Ces deux conditions étant d'abord le maintien des bases militaires françaises et ensuite le fait que le chef de ce pays sera nommé par le gouvernement français et non pas par le peuple de ce pays. Je comprends de la part d'un monsieur comme Siad Barré qui ne connaît pas ce que c'est que la démocratie puisqu'il a pris le pouvoir par la force et il n'y a jamais eu d'élection depuis qu'il est au pouvoir. La Somalie dicte à la LPAI
une indépendance totale, la LPI c'est la Ligue populaire africaine qui est notre position, dicte à la LPI une indépendance totale immédiate avec le départ des troupes françaises et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire on nous dit déjà à quelle sauce on veut nous manger. Vous pensez que la Somalie veut vous manger? Absolument. Djibouti, jeudi matin, au lendemain du drame. Le poste de Loyoda à la frontière somalienne. L'atmosphère est tendue. C'est là qu'hier, un enfant a été tué, 5 autres blessés et 1 disparu. Nous sommes actuellement sur le poste du GNA et vous avez en face de vous, à environ 300 mètres, le poste de gendarmerie Somalie. Juste en avant du poste de Somalie, à environ 5 mètres, le car militaire à l'intérieur duquel il y avait les enfants et les ravisseurs. Sur la gauche, vous apercevez des bouquets d'arbres. C'est là où étaient installés les tireurs d'élite. Rien mieux que ces images ne peut faire comprendre les difficultés qu'ont rencontrées les sauveteurs. Le car où étaient emprisonnés les enfants et celui de droite. Les hommes du front l'avaient arrêté à 5 mètres de la frontière somalienne, porte tournée vers la Somalie. Entre eux et les militaires français, 180 mètres de terrain à découvert. Adossé à la frontière, soutenu par les Somaliens, le commando se croyait invulnérable. 6 tireurs d'élite de la gendarmerie les ont abattus. On a entendu un seul coup de feu. Vous connaissez la suite? Un des terroristes assoupi sur une marche de l'autobus n'avait pas été repéré. C'est lui qui a mitraillé les enfants avant d'être abattu. Opération stupéfiante, dont pourtant le lieutenant, qui a dirigé le feu, ne retient que le goût amer. Disons que je suis assez triste. Pourtant, vous avez quand même réussi votre opération. Disons que nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et la préparation du personnel, si elle est intense, c'est dans ce but unique. J'ai agi là dans le cadre des instructions que j'avais reçues et en présence et avec l'accord du haut-commissaire. Les instructions que vous aviez reçues étaient de ne pas laisser partir les enfants. De ne à aucun prix laisser les terroristes emmener les enfants de l'autre côté de la frontière. À aucun prix. Et puis cette image apporte aussi un démenti aux Somaliens qui affirment que le village a été rasé au cours de l'affrontement qui a suivi la mort des terroristes. Des vitres brisées sans doute, quelques impacts de balles. Loyoda n'a pas été détruit. Et l'on se demande dans quel but les Somaliens cherchent l'incident. Alors, côté français, on vise à parer à toute surprise. L'armée est en état d'alerte, sur le pied de guerre, au moins 500 soldats viennent d'arriver par avion de France en renfort. Alors maintenant, il faudrait essayer de me définir l'armement. Ali Aref, président du Conseil du gouvernement, est satisfait. C'est parole donnée, parole tenue. Le communiqué du Conseil des ministres avait dit qu'ils défendraient le territoire. Ils l'ont fait. Je m'en félicite et je félicite le gouvernement français tout entier et la majorité présidentielle qui soutient le gouvernement et le président de la République d'avoir agi de la sorte. Je déplore le décès d'une petite fille qui a été la victime d'un terrorisme lâche de la part du gouvernement somalien. Dans Djibouti même, tout est calme. Chacun, bien sûr, ne parle que de l'atroce geste des terroristes. Mais on croit qu'un drame plus grand a été évité et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de tirer. Maintenant, sous cette apparence de ville livrée au tourisme et à la flânerie, on sent l'ébullition. Il y a la colère des métropolitains et puis il y a la crainte des indigènes. Depuis plusieurs jours, on ne peut plus entrer ni sortir de Djibouti. Le barrage est hermétique. 4 leaders de l'opposition ont été arrêtés, dont Ahmed Dini, l'homme fort de gauche. Les membres du LPAI se sentent coincés dans un piège. Ils parlent de provocation et craignent, si Dini n'est pas libéré, d'être débordés par une jeunesse qui choisira la violence
et commettra l'irréparable. Le gouvernement a eu le sentiment, et de plus en plus, que tous les enfants, la vie de tous les enfants, était menacée. Il tirait cette impression d'abord du fait de l'ultimatum inacceptable, qui en réalité constitue une affreuse menace, qui avait été proférée ce matin, et qui disait, vous vous en souvenez, que non seulement, si nous ne répondions pas à toutes les demandes, les enfants seraient passés par les armes, mais qu'en plus ils seraient égorgés. Ensuite, un certain nombre de faits étaient très inquiétants. D'abord, l'ambassadeur de France en Somalie n'arrivait pas, depuis le début des événements, à être reçu par le gouvernement somalien. Et puis, de plus en plus, venant de la Somalie et autour du poste frontière, des gens s'amassaient, menaçant, et laissaient penser à toutes les autorités civiles et militaires qui se trouvaient sur place que la vie des enfants devenait de plus en plus réellement menacée. Qu'à un moment donné, vous avez voulu la négociation. On s'était forcé dès le départ de négocier, on s'est aperçu que la négociation était impossible, car les requêtes qui étaient faites, les demandes qui étaient faites, et vous en avez vu même le côté scandaleux, étaient inacceptables, et ceux qui proféraient ces menaces le savaient bien. Est-ce que vous mettez en cause l'attitude du gouvernement somalien? Et ça, c'est une décision que le gouvernement français aura appréciée. Il est certain qu'il s'agit de circonstances très graves et que l'attitude de la Somalie n'apparaît pas pour l'instant très claire. Est-ce que ce drame va accélérer l'évolution du processus d'indépendance de Djibouti? Non, pas du tout. Le gouvernement français a mis en place un processus et ce processus sera mené à son terme tel qu'il est prévu. À l'heure de la sortie, les écoles ont un aspect inhabituel aujourd'hui à Djibouti. Il n'y a pas que les mères venus chercher leurs enfants. Il y a aussi, vous le voyez, des hommes en armes aux abords immédiats des établissements d'abord et jusque dans les cars de ramassage, ces cars semblables à celui à bord duquel les enfants ont été gardés en otage pendant 31 heures. Ces précautions s'expliquent aisément. La communauté française a en effet été quelque peu traumatisée par le drame qui a coûté la vie, il faut le rappeler, à une fillette, sans compter qu'un garçonnet est aux mains du Front de libération de la côte des Somalies. Nous venons d'en avoir confirmation. En tout cas, l'affaire aura contribué également à dégrader les relations entre la France et la Somalie. Des photos prises récemment par Jacques Alexandre à l'endroit même où devait se dérouler le drame permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Le car a été immobilisé près de ce poste de gendarmerie de Loyada, dans un no man's land situé entre le Fortin et la frontière. À gauche, vous allez le voir tout à l'heure, la tache plus sombre, c'est la mer. Au fond, la Somalie. Depuis leur territoire, les Somaliens auraient ouvert le feu, déclenchant la riposte française, tout à fait justifiée, selon le représentant de la France dans le territoire. Nous étions placés devant un risque beaucoup plus grand, un risque immédiat qui était de voir la vie de tous ces enfants mise en cause et très rapidement, et d'autre part le risque de voir ici même s'instaurer un terrorisme que l'impunité de ce petit commando aurait encouragé. Et donc nous avons non seulement dans l'immédiat sauvé le maximum des enfants qui malheureusement avaient été pris, mais nous avons, je crois, pris des mesures qui protègent la population, quelle que soit sa communauté. D'abord, il faut situer le fait qu'on se sont roulés hier après-midi à 15h50 heure locale. Les troupes françaises ont attaqué le poste de frontalier de Loyado, gardé seulement de 10 polices somaliens, dont 6 ont été tués, 1 grièvement blessé, 3 prisonniers par les troupes françaises, qui a rasé totalement le village de Loyado. Il se trouve quand même que ce mouvement de terroristes a son siège, si l'on peut dire, dans la capitale de votre pays. Ça ne justifie pas l'attaque frontale d'un gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire si le gouvernement français ne rend pas les prisonniers somaliens? On verra à ce moment-là. Et vous auriez les moyens de cette lutte armée? Mais puisque nous demandons notre indépendance par toutes les manières, en commençant d'abord pacifiquement, si vraiment la situation nous obligeait de faire la lutte pour ce territoire, pour en avoir son indépendance, c'est ce qui sera fait.
En ce qui concerne 67, le référendum de 67, nous n'avons pas digéré jusqu'à présent dans la façon que le référendum... Parce que nous plaignions, c'est là ça a commencé de notre opposition, ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Il n'y a jamais eu des élections libres dans ce territoire depuis 1962. Donc, nous contestons à tous les référendums. C'est donc que la population de Djibouti, enfin de tout le territoire, serait... L'indépendance du TFAI économiquement n'est pas viable. Il faut avouer les choses et être franc et réaliste. Et nous avons un territoire qui est pauvre, un désert de lave où rien ne pousse. La seule chance que nous ayons, c'est d'avoir un port et une voie de chemin de fer. Et si vous voulez, nous avons une économie de service qui est une économie très fragile, qui a besoin d'une stabilité politique, qui a besoin de confiance. Et si également nous voulons diversifier notre économie, par exemple faire une économie basée sur une place financière, par exemple, en maintenant le franc Djibouti qui est une monnaie forte, ceci est possible dans la mesure où on nous facilite les choses. On a certes besoin de l'appui ou plutôt de la neutralité totale de nos deux grands voisins pour réaliser tous ces projets. Mais nous avons besoin également d'une puissance extérieure, dirais-je, pour garantir certaines choses, et pourquoi pas la France, qui est avec nous depuis plus d'un siècle, et pendant que les Russes sont en Somalie, je ne vois pas pourquoi on me critiquerait de garder la France chez moi. Il semble en effet que des deux côtés, on a essayé d'éviter les heurts, de détendre l'atmosphère et d'apaiser les conflits. Côté opposition, la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, dont l'un des chefs que l'on voit ici, Ahmed Dini, est actuellement en prison, avait donné l'ordre à ses militants d'éviter tout affrontement avec les forces de l'ordre. Elle voulait une manifestation pacifique qui soit le reflet de son implantation et de sa puissance au sein de la population, mais sans provocation ni violence qui aurait pu la déconsidérer. De l'autre côté, les forces françaises récemment renforcées, légionnaires et gendarmes qui quadrillaient la ville, avaient la consigne de ne jamais frapper ni ouvrir le feu, sauf cas de légitime défense. Ce pari des deux côtés a donc été tenu, malgré l'anxiété et l'excitation des uns et des autres. Est-ce un début de détente? Une délégation parlementaire actuellement sur place s'informe et enquête tant auprès du gouvernement que des leaders de l'opposition. Un nouveau haut commissaire représentant la France vient d'être nommé. Il pourrait rechercher une solution de rechange, peut-être une coalition entre les principales forces politiques présentes sur le territoire, qui limiterait ainsi les pouvoirs de l'actuel chef du gouvernement, Ali Aref, peut-être par un référendum aussi, dont la date serait avancée. La voie à suivre définie par la France a été rappelée ce matin en Conseil des ministres. La démarche pacifique vers l'indépendance doit être préparée à l'intérieur par une large concertation ouverte au sein des institutions représentatives du territoire, dans un esprit de large union. Le calme et le sang-froid d'aujourd'hui sont de bon augure, mais la tâche est difficile, et le moindre incident, d'un côté ou de l'autre, peut encore déclencher la violence et la confusion. Dans une demi-heure, la manifestation de l'opposition. Djibouti est désert. La population française, les Blancs, s'est enfermée chez elle. Elle a peur. Après le drame des enfants, la nervosité visible des Noirs, elle s'inquiète d'un mauvais coup. La manifestation est interdite. Le nouveau haut-commissaire, Dornano, a rappelé pas de rassemblement de plus de 5 personnes. La LPAI, Ligue populaire africaine pour l'indépendance, a maintenu sa décision. Jamais pourtant il n'y a eu autant de forces de l'ordre sur le territoire. Et beaucoup se disent, ce soir, il y aura des affrontements. Après 15 jours de négociations ardues, M. Olivier Stirn est en effet parvenu, le mardi 8 juin, à conclure un accord avec les 3 principales formations politiques du TFAI. C'est un accord qui débloque une situation politique devenue inextricable et qui permet enfin d'engager concrètement le processus qui doit mener Djibouti à l'indépendance. À noter qu'en souscrivant à cet accord, l'UNI s'est démarqué du président Aref et a rejoint de ce fait ses ennemis d'hier, l'opposition parlementaire et la LPAI. Les 3 délégations, celles de l'UNI, de la LPAI et de l'opposition parlementaire, ont dans des termes identiques signé la même déclaration
et par conséquent sont arrivés à un accord sur des points aussi essentiels que la manière de conduire le territoire à l'indépendance, de passer éventuellement ensuite avec la France des accords de coopération, et enfin sur des points essentiels pour certaines délégations, et notamment sur la nationalité, puisque à cet égard le gouvernement français a accepté en accord donc avec toutes les délégations la réforme qui était proposée. Cette nouvelle loi sur les nationalités sera proposée au suffrage du Parlement français au cours de l'actuelle session. Mais pour comprendre l'importance de cette affaire de nationalité ou de citoyenneté, comme vous voudrez, qui était au cœur des négociations de Paris, un bref rappel s'impose. Au terme de la loi actuellement en vigueur à Djibouti, il ne suffit pas d'être né sur le territoire pour être français, encore faut-il posséder un ascendant français. Cela réduit donc d'autant le nombre potentiel d'électeurs d'origine Issa et Somalie et aboutit finalement à favoriser les Afars. La révision de cette loi devrait donc permettre de nouvelles attributions de nationalité française et pour l'ensemble du TFAI, on obtiendrait alors, en principe, les chiffres suivants. 30 500 électeurs Afars, 27 000 électeurs Issa et 4 000 Somalis. Dans ce cas, bien sûr, les Afars n'auraient plus la majorité. On saisit mieux ainsi l'implication électorale de cette loi sur les nationalités et on comprend très bien alors la satisfaction manifeste de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance et de l'opposition parlementaire après l'accord de Paris. Nous avons l'impression que nous venons de faire réellement un pas très important en obtenant du gouvernement français la modification de la loi sur la nationalité. Tout à l'heure, le ministre lui-même a dit la déclaration suivante, comme vous avez entendu. Nous avons demandé la modification de la loi sur la nationalité, donc nous avons obtenu l'accord du gouvernement français. Et bientôt, ce projet sera déposé devant le Parlement français. Nous n'avons pas abouti aux résultats concrets que nous aurions souhaités, mais je suis quand même solidaire de la déclaration du ministre, que le ministre a lu à la presse. Vous l'avez bien senti, la satisfaction de M. Iltiré, le président de l'UNI, est très mitigée. Quant à M. Aliaref, il conteste, lui, en bloc, l'ensemble des déclarations qui sont contenues dans l'accord. Tant qu'il n'y a pas une table ronde où tout sera déballé, je ne suis pas d'accord avec les déclarations qui viennent d'être faites. Et je vais jusqu'à désavouer mon ami et frère Omar Farah pour la signature qu'il a donnée, car nous n'étions pas d'accord et cette signature n'engage que sa personne et n'engage pas l'UNI. M. Aliaref, lâché par son propre parti, abandonné par le gouvernement français, est désormais un homme politiquement mort et en tout cas totalement isolé. Il se battra, dit-il, jusqu'au bout avec ses amis gaullistes pour maintenir ce qu'il estime précisément être un héritage du général. Combat perdu d'avance, affirment en chœur les observateurs. Et c'est pourtant vrai que pendant 16 ans, M. Aliaref a fait le jeu de la politique gaulliste dans le TFAI, ce que lui ont d'ailleurs assez reproché ses opposants. Mais au fil des années, les aspirations de Djibouti à l'autonomie, puis à l'indépendance, ont conduit le président du Conseil de gouvernement à concevoir comme possible une évolution politique qu'il se refusait jusque-là à envisager. Mais à cette époque, on est alors en début 75, cette évolution-là, vue de Paris, elle se conçoit encore avec le président Aliaref. Dans une interview qu'il nous avait accordée voici quelques mois, M. Aliaref expliquait d'ailleurs très clairement les éléments de réflexion qu'il avait amené à cette évolution. Ses adversaires affirment qu'il a en fait pris, comme l'on dit, le train en marche par peur d'être politiquement doublé par l'opposition. Mais en tout cas, nous pouvons écouter les arguments de M. Aliaref. Il y a quelques mois, moi-même, j'étais encore pour le maintien de ce territoire au sein de la République française avec le statut de l'autonomie interne amélioré. Ce qui m'a poussé personnellement avec mes amis, c'est qu'il fallait maintenant voir les choses en face et surtout depuis la décolonisation brutale des colonies portugaises,
nous avons pensé qu'il fallait maintenant franchir l'étape et surtout que ça ne se fasse pas de la même manière que ça s'est fait pour les colonies portugaises. Il fallait faire les choses tant qu'il était encore possible de sauvegarder l'intégrité territoriale de ce pays et également préserver une certaine présence française que nous, habitants de ce territoire, souhaitons, c'est-à-dire les garanties françaises dans ce territoire. Mais en un peu plus d'un an, les choses vont se précipiter à Djibouti. On va assister peu à peu à une radicalisation de l'opposition. Le Front de libération de la côte des Somalies, le FLCS, basé à Mogadiscio, fait d'ailleurs tout ce qu'il faut pour que la situation se dégrade. Après l'enlèvement de l'ambassadeur français dans la capitale somalienne, il y aura en février le rapt sanglant des enfants. Et puis, outre ces opérations de commando, il y a aussi la pression de l'OUA, qui ne cesse de réclamer l'indépendance du TFAI, accusant les autorités de Djibouti et Paris d'orchestrer des déportations ethniques pour maintenir par la force et à leur avantage l'équilibre politique du pays. C'est dans ce contexte d'escalade de la violence politique et verbale qu'il faut situer alors les prises de position de la LPAI. Depuis, la LPAI est revenue à des sentiments plus modérés. On ne parle plus de lutte armée et l'on évoque même volontiers l'Union nationale. Pour comprendre ce changement de ton, il faut se rappeler qu'en quelques mois, cette LPAI est passée de la semi-clandestinité au grand jour. Elle devient maintenant le fer de lance de l'opposition et ses leaders sont de ce fait même contraints de s'exprimer comme des responsables politiques. La LPAI apparaît d'ailleurs comme le grand vainqueur des négociations de Paris. Et son porte-parole, M. Ahmed Dini, que vous voyez là sortant du secrétariat d'État au département et territoire d'outre-mer, semble l'homme qui monte à Djibouti. Nous rentrons à Djibouti. Et quelles sont vos intentions en arrivant là-bas? Participer à la mise en application de la loi qui vient d'être, ou bien qui est sur le point d'être modifiée. Théoriquement donc, nous sommes entrés dans la phase active de la préparation référendaire. Mais n'oublions pas que M. Aliaref, bien que potentiellement minoritaire à l'Assemblée territoriale, est encore jusqu'à présent président du Conseil de gouvernement. Au sein de ce gouvernement, il peut pourtant, d'un jour à l'autre, être mis en situation de ne plus pouvoir gouverner. Que feraient alors les trois partis signataires de l'accord de Paris? Réponse de M. Stier. Au cas de changement de gouvernement, ils se déclarent favorables à la formation d'un groupement d'union durable auquel ils apporteront leur participation et leur soutien. Mais logiquement, la prochaine échéance pour M. Aliaref, c'est le 15 juillet prochain. C'est à cette date en effet, et pas avant, à cause de la Constitution, que pourra intervenir le dépôt d'une motion de censure qui, c'est probable, mettra fin aux 16 années de pouvoir de M. Aliaref. Après cela, que va-t-il se passer? La constitution d'un gouvernement de coalition qui réglera les affaires courantes jusqu'au référendum, suivi peu après d'élections à l'Assemblée constituante. Mais cela, c'est évidemment le scénario de départ. Il peut y avoir des accidents de parcours occasionnés par des oppositions imprévues ou par la FLCS. Mais si tout se passe dans l'ordre, le petit territoire de l'océan Indien aura, comme l'écrit l'un de nos confrères, à faire la preuve que son indépendance est politiquement et économiquement possible et qu'il peut résister à l'appel du sang venant de la Somalie et aux impératifs économiques dictés par l'Éthiopie.